Bonjour à tous. Alors dans cette présentation, j'essaierai de vous présenter les outils et les bases fondamentales pour un développeur Java. En fait, j'ai constaté que dans la majorité des cas, qu'il y a beaucoup de développeurs qui se précipitent pour utiliser un certain nombre d'outils, de frameworks qui permettent éventuellement de faciliter le développement d'applications, mais en même temps ne prennent pas assez de temps pour, on va dire, maîtriser les éléments de base de la technologie Java d'une manière générale. En fait, dans cette présentation, j'essaierai un petit peu de vous tracer un chemin qui va permettre de commencer à partir de zéro, c'est-à-dire à partir des outils fondamentaux qu'il faut installer, qu'il faut utiliser pour produire une simple application Java. Donc au départ, je vais essayer de travailler tous sur ligne de commande, principalement pour éviter d'utiliser les IDE, parce que généralement l'utilisation des IDE comme IntelliJ par exemple, qui est un IDE qui est fondamental, important pour les entreprises, parce qu'on a besoin d'améliorer la productivité des applications, d'augmenter la productivité. C'est très important d'utiliser un IDE comme IntelliJ. D'ailleurs, c'est l'un des outils qu'il faut absolument utiliser à un moment donné. Mais avant d'utiliser un IDE, il faudrait comprendre un peu comment produire les applications Java. Du coup, il y a c'est quoi le compilateur Java, c'est quoi le JDK, c'est quoi la machine virtuelle Java. D'abord, ça c'est on va dire le point de départ. Et après, par la suite, comment compiler les applications, comment générer un jar, c'est quoi un jar exécutable, comment faire les tests unitaires avec JUnit, c'est quoi Maven, pourquoi il faut l'utiliser, à quel moment il faut l'utiliser, également pourquoi c'est important de connaître Git, notamment pour le versionning, c'est important, et après par la suite comment produire les applications par la suite pour montrer IntelliJ et les IDE comme par exemple Visual Studio Code, qui sont des IDE qui sont importants. C'est juste quand vous les utilisez, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Et après, par la suite, les outils on va dire, qui font partie de tout un arsenal DevOps que je ne vais pas détailler, notamment l'OS Linux, les outils de containerisation, les outils de création des conteneurs comme par exemple Docker, ou encore Jenkins qui est pour l'intégration continue. Alors, bref, comment je vais procéder? Je vais procéder par directement sur l'environnement. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait d'abord avoir dans votre machine pour produire une application Java? Fondamentalement, la première des choses qu'il faut avoir, c'est le kit de développement Java. Alors, ce qui fait que si vous cherchez le GSDK, alors je vous recommande d'avoir la version 8 dans votre environnement. Et vous pouvez utiliser les versions, c'est-à-dire plus récentes, mais en tout cas, je vous recommande toujours de travailler avec Java 8 parce que même si vous avez les dernières versions de Java 11, 15 et les nouvelles versions, mais d'une manière générale, les entreprises font toujours confiance à Java 8, j'aurai l'occasion de vous parler de cette histoire, notamment de l'évolution de Java qui se fait au niveau de Oracle. En tout cas, là, c'est le GSDK, donc ça c'est le premier outil qu'il faudrait installer. Alors forcément, vous allez chercher en fonction de votre système d'exploitation. Si vous avez la version, par exemple, Windows, comme j'utilise le système Windows, 64 bits, ici, vous pouvez télécharger l'exécutable directement ici. Bien sûr, Oracle va vous demander de créer un compte, ça se fait très rapidement. En tout cas, vous téléchargez la version, le JDK 8. Alors, une fois qu'il est téléchargé, il faut l'installer. C'est un exécutable que vous pouvez exécuter. Une fois qu'il est installé dans votre machine, il faut vérifier toujours dans votre machine c'est quel JDK que vous avez. Alors ici, dans mon cas, d'habitude, j'installe tous les outils
dans un dossier que j'appelle Tools, et dans lequel, en principe, on pourra trouver les outils installés, mais sinon, par défaut, c'est ce que vous faites souvent. Donc, vous allez trouver donc, le kit de développement Java dans Program Files. Il y a un dossier Java dans lequel vous trouverez donc le GDK. Alors ici, donc, il y a le kit de développement Java, il y a le GDK et le GRE. Alors ça, c'est important parce que il faut d'abord comprendre la différence, parce qu'il faut juste rappeler que le kit de développement Java, donc c'est l'ensemble des outils nécessaires qui permettent de développer une application Java. Notamment, il intègre le compilateur et des outils qui permettent de développer des applications Java. Et GRE, c'est Java Runtime Environment, c'est l'environnement d'exécution Java qui représente la machine virtuelle Java. Donc, je rappelle juste que Java en fait, a été créé principalement pour développer des applications multiplateformes, c'est-à-dire qu'on peut développer sur une plateforme donnée, c'est-à-dire dans un environnement, dans un OS donné par exemple, et qu'on peut exécuter sur différentes plateformes, c'est-à-dire en fait, on écrit une application une seule fois, on la compile, une fois qu'on la compile, on obtient ce qu'on appelle le bytecode. Et après, par la suite, ce bytecode-là, tout simplement, va être exécuté par une machine virtuelle Java. Et après, donc, ce bytecode peut s'exécuter everywhere, c'est-à-dire dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel système d'exploitation. Donc, on peut exécuter les applications Java. Donc, ça, c'est la particularité de Java, c'est un peu ça. C'est créer une application une seule fois, développer l'application une seule fois, et après, vous pouvez l'exécuter dans n'importe quelle plateforme. C'est-à-dire, ça peut être une machine Windows, Linux, ça peut être des systèmes embarqués, ça peut être une application sur un smartphone, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour cela que donc si vous voulez développer des applications Java, vous voulez compiler et si vous avez besoin des outils pour développer des applications Java, il vous faut un kit de développement Java. C'est le GDK, c'est celui que vous trouvez ici. Et pour exécuter des applications Java, donc vous avez besoin d'un GRE, c'est-à-dire d'une machine virtuelle Java qui permet d'exécuter les applications Java. Alors donc, forcément, donc, si vous êtes un développeur, vous avez besoin d'un GDK obligatoirement dans votre machine. Et après ce GDK-là, donc une fois que vous l'avez, ce chemin souvent, il y a deux variables d'environnement qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait connaître. Principalement, si vous cherchez dans les variables d'environnement système. Donc il y a deux variables d'environnement qui sont importantes. D'abord, la première, c'est la variable java_home. Je crée une variable que je vais appeler java_home, dans lequel souvent on met le chemin où se trouve votre GDK. Alors c'est très important du moment que vous allez exécuter des applications sur ligne de commande. Toutes les applications qui ont besoin d'utiliser Java ont besoin de savoir où se trouve c'est-à-dire le GDK, ou bien où se trouve la version Java de votre machine. Et c'est grâce tout simplement à cette variable java_home que les applications que vous exécutez sur ligne de commande vont pouvoir connaître où se trouve Java, si vous voulez, le GDK dans votre machine. Donc ça, c'est la première variable d'environnement java_home. Donc souvent, ça c'est important, il faut la connaître, parce qu'en fait ça c'est juste l'une des choses dont on va parler. Et après, par la suite, du moment que si vous voulez exécuter, donc faire appel aux outils qui se trouvent dans le GDK sur ligne de commande, donc comme tous les outils, donc vous avez la variable d'environnement path. Alors en fait, dans la variable d'environnement path, donc ça vous trouverez donc les différents chemins qui sont souvent définis pendant l'installation des outils. Et pour par exemple Java, une fois que vous l'avez installé, il faut vérifier que dans votre variable d'environnement path, il faut avoir le chemin de Java, mais /bin, c'est-à-dire c'est java_home /bin. Alors en fait, quand vous définissez donc cette variable d'environnement, alors moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà là. Juste un petit problème qui arrive souvent, en tout cas que j'ai constaté chez les étudiants, c'est que parfois vous mettez la variable d'environnement par exemple à ce niveau-là, et après vous voyez donc dans la variable d'environnement path, vous avez un ensemble de chemins
qui sont définis dans l'ordre. Et parfois, ça arrive que vous installez dans votre environnement des outils comme par exemple Oracle. Par exemple, à un moment donné, vous installez Oracle et que Oracle, quand vous l'installez, également, Oracle il utilise une version de Java qui est relativement ancienne. Et après, il ajoute le chemin de la version Java qui est utilisée par Oracle dans l'environnement path, dans la variable d'environnement path. Donc, ce qui fait que quand vous voulez exécuter une application, vous savez que quand vous faites appel, vous lancez une application, donc il va chercher Java, ben, il va chercher dans l'ordre. Donc, il va chercher donc, le premier qu'il va trouver, donc il va l'utiliser du coup. Pour être sûr que vous utilisez votre propre version de Java, il est important donc de déplacer, de mettre votre variable d'environnement, vous la déplacez vers le haut, donc c'est-à-dire vous la mettez au début de la variable d'environnement. C'est ce que je fais souvent. C'est juste pour éviter parfois que vous lancez une application pour vous qui fait appel à une version Java qui est ancienne. Et après, parfois, vous trouverez que l'application ne marche pas tout simplement parce qu'il vous dit voilà, donc qu'il n'arrive pas à lancer l'application parce qu'apparemment, il est en train d'utiliser une version de Java qui est relativement ancienne. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si vous avez fait cette configuration, donc vous avez les deux variables d'environnement Java Home et path. Qu'est-ce que vous allez faire sur ligne de commande? Donc vous allez d'abord tester. Il y a deux commandes principales que vous utilisez pour les applications Java. D'abord la Java C, Java Compiler. Alors vous exécutez cette commande-là. Bon, si vous avez ça, c'est tout simplement que vous avez un compilateur Java. Donc c'est parce que le Java Compiler, cette application-là, où est-ce qu'on va la trouver? Ben, on va la trouver tout simplement dans là où on trouve Java. Le GDK, il y a le dossier bin. Là, vous trouvez un ensemble d'applications parmi lesquelles il y a Java C, Java Compiler. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Java Compiler. Le kit de développement Java, il vous donne un ensemble d'outils. Donc, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas vous dicter tout ça. Voilà, il y a Java Compiler et après il y a Java. Ça, Java, c'est la commande que vous utilisez pour exécuter une application Java. Alors, vous voyez donc Java. Alors ça, c'est pour l'exécution et Java C, c'est pour la compilation. Alors, c'est important aussi de connaître la version. Alors, quand vous mettez version, donc vous trouverez ici, vous voyez, donc j'ai la version 1.8, donc c'est important de savoir quelle version que vous utilisez. Bien sûr, la version que vous voyez là, c'est la version, c'est-à-dire qui est déclarée dans la variable d'environnement path. Voilà, alors ça c'est le premier outil fondamental. Donc, quand vous utilisez un IDE, avant d'utiliser un IDE, sachez que dans votre machine, vous devrez d'abord avoir un kit de développement Java qu'il faut installer. Et bien sûr, après, une fois que... maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment utiliser donc, ce kit de développement Java pour produire de simples applications. Et après, on y va tout doucement jusqu'à ce qu'on arrive peut-être aux pratiques que vous avez l'habitude de faire maintenant en utilisant des IDE. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans un premier temps sur ligne de commande. Je vais créer un dossier que je vais appeler work, par exemple work 5. Je vais me positionner dans ce dossier-là. Et après, je vais commencer à créer d'abord la structure d'un projet Java. Alors, je vais pour le moment créer tout ça manuellement. Je vais essayer d'utiliser la même structure qui est utilisée dans les projets Maven. Parce que Maven, c'est un outil qu'il faut absolument utiliser à un moment donné. Donc, mais avant de l'utiliser, on va essayer d'abord de regarder comment créer cette structure manuellement. C'est un peu lourd. Vous allez voir tout le travail qu'on va faire dans un premier temps, c'est assez lourd. Mais c'est très très important de le faire au minimum une fois. C'est avec ça que vous arriverez à comprendre mieux les choses. Donc ça, j'ai vraiment la certitude. Mais c'est avec ça également pour notamment les jeunes ingénieurs, parce que quand vous faites des entretiens d'embauche, souvent c'est là où vous bloquez souvent, c'est-à-dire dans les fondamentaux, parce qu'en fait ça c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut les connaître.
Alors en tout cas, donc ce que je vais faire, donc je vais essayer donc de créer un certain nombre de dossiers. Donc je vais créer un make directory. Donc je vais créer un dossier source src à l'intérieur duquel je vais avoir un dossier main, à l'intérieur duquel je vais avoir un dossier Java. Ensuite, je vais créer également un dossier dans le source. Ça, c'est généralement dans le dossier source main Java. C'est là on crée les classes, le code source des classes Java de l'application. Et après, il y a source test Java. C'est important, c'est là on va créer les tests unitaires. Donc après, à un moment donné, on va utiliser donc JUnit pour créer les tests unitaires. Donc je vais vous montrer comment le faire. Et également, dans une application, il y a des ressources. Alors ça se trouve dans le dossier suivant, source main resources. Alors après, par la suite, donc on trouvera dans le dossier, parce que c'est là on va trouver le code source, mais quand on va compiler, on va générer le bytecode, le code binaire si vous voulez, le bytecode qui va être exécuté par la machine virtuelle Java. Et généralement, donc dans un projet, souvent on va trouver dans un dossier qu'on va appeler target, à l'intérieur duquel je vais avoir un dossier classes, c'est-à-dire c'est là où les classes, le bytecode des classes va être stocké. Parfois on peut l'appeler un dossier bin ou un dossier, en tout cas, dans un projet Maven, c'est comme ça que ça se passe la structure. Alors si j'essaie d'afficher la structure du projet avec la commande tree, slash, voilà, tree tout court. Alors vous voyez bien, donc ici donc j'ai un dossier source main Java, main ressources, test Java, target classes. Alors maintenant, ça c'est la structure globale du projet. J'aurai également besoin d'ajouter un dossier pour stocker les librairies, pour le moment, parce que j'utilise pas Maven. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler lib library. Voilà. Voilà la structure d'un projet. Maintenant, je vais commencer à créer mes classes. Donc je vais commencer à créer une simple application Java. Et généralement, quand vous créez une classe Java, on sait très bien qu'une classe se trouve dans un package. Bien, alors donc voilà la structure que je viens de créer. Alors maintenant, je vais créer des packages. Vous savez que quand vous créez des classes Java, les classes se trouvent dans des packages. Un package, c'est tout simplement un dossier dans lequel on va regrouper un ensemble de classes. Alors donc je vais me placer dans le dossier Java, c'est-à-dire source main Java. Source main Java. Et je vais dans ce dossier-là, je vais créer des packages. Alors je vais créer un dossier, un package que je vais appeler par exemple, je vais créer un package MA anti/slash inset. Voilà. Alors en fait les packages, donc juste dans les bonnes pratiques, souvent les packages des applications, les packages donc doivent respecter un certain nombre de normes. Donc souvent le premier niveau du package, on va trouver donc le top level domain. Par exemple, si vous travaillez dans une institution, par exemple ici dans mon cas je travaille dans l'institution INSET. Ici le nom de domaine de l'INSET c'est inset.ma. Donc je vais utiliser le premier niveau du package, c'est MA. Le deuxième niveau c'est INSET. Le troisième niveau, alors en fait ma.inset, ça représente ce qu'on appelle le groupe ID. Le groupe ID, c'est que toutes les classes que vous créez, toutes les entités que vous créez, généralement, ils se trouvent toujours à l'intérieur de ce groupe ID. Et après, par la suite, le package, le troisième niveau du package, souvent, c'est le nom du projet, ce qu'on appelle le artifact ID. Ça représente le module sur lequel vous êtes en train de travailler. Par exemple, ici, donc, si mon projet s'appelle MyApp, donc pour moi, donc, je crée un package qui s'appelle ma.inset.myApp. Alors ça, c'est un package que je crée. Alors je vais me positionner dans ce package-là, ma.inset.myApp. Vous voyez, donc je suis bien à l'intérieur d'un package. Et c'est là où je vais créer une classe Java. Alors je vais créer une première classe Java
Là, j'ai besoin d'un éditeur de texte. Alors, je peux utiliser n'importe quel éditeur de texte, par exemple, un simple bloc-notes, par exemple Notepad. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser un simple éditeur de texte, vraiment le plus simple. Par exemple, Notepad, par exemple, bloc-notes. Notepad. Je vais créer une application que je vais appeler MyApp. Alors, j'écris le code source. Donc, je vais créer une classe Java qui s'appelle myapp.java. Alors, donc, il va me demander de créer le fichier, oui. Et après, donc, je vais créer une simple application Java. C'est juste pour rappeler, il faut toujours l'écrire au moins plusieurs fois. C'est qu'une application Java, généralement, une classe Java, la première instruction d'une classe Java, c'est package. Il faut toujours indiquer votre classe se trouve dans quel package. Alors, dans notre cas, nous sommes bien, notre application, notre classe se trouve dans le package ma-n7-myapp. ma.n7.myapp. Alors ensuite, on va créer la classe avec le mot-clé public class. Public class myapp. Alors c'est important, c'est que quand vous avez une classe qui est publique, vous lui donnez un nom, et le nom de la classe doit porter le même nom que le fichier. Alors ici, donc si votre fichier s'appelle myapp.java, myapp, alors la classe devrait s'appeler myapp, du moment qu'elle est publique, donc ça c'est important. Alors ici donc la classe s'appelle myapp. Alors maintenant pour les noms des classes, il ne faut pas négliger ça, il faut respecter les normes de développement. En principe, les noms des classes, une classe commence toujours par une majuscule, ça c'est important. Et après, si le nom de la classe se compose de plusieurs mots, donc on va commencer chaque mot par le séparateur, ça va être une majuscule. Ici, donc j'utilise myapp, c'est ce qu'on appelle la notation camel case. Donc le début de chaque mot commence par des majuscules. Donc on n'utilise pas dans Java des underscores pour spécifier les noms des classes. Donc ça c'est pas une bonne pratique. Donc ça c'est important. J'utilise une classe qui commence toujours par majuscule. Et après je vais créer une simple petite application qui permet d'afficher un message. Alors la méthode main, ça s'écrit toujours comme ça, public static void main. Il reçoit toujours un tableau de string, un tableau de chaîne de caractères comme argument. Je vais vous montrer à quoi servent ces arguments-là. Et après, j'ouvre la collade et je ferme la collade ici. Et là, pour le moment, je vais afficher un simple message. J'appelle une classe qui s'appelle system, dans laquelle j'ai un objet statique qui s'appelle out, qui contient une méthode qui s'appelle printLine, qui me permet d'afficher un message, par exemple hello. Alors chaque instruction se termine par point virgule. Ça c'est quelque chose, si vous ne l'avez jamais fait, il faut le faire. La fameuse application Hello World. Alors maintenant vous avez écrit un fichier, une classe Java. Ça c'est le code source. Vous l'avez. Alors si je reviens à mon projet, ici, dans le dossier racine de mon projet, c'est-à-dire dans Work 5, je vais afficher la structure de mon projet, tree/f, parce que j'ai besoin d'afficher également les fichiers. Vous voyez donc ce que j'ai, c'est ça, c'est que tout simplement j'ai dans ma-n7-myapp, j'ai un fichier qui s'appelle myapp.java. Alors maintenant, comment compiler une classe Java? Sur ligne de commande, vous avez sans doute besoin d'utiliser la commande Java Compiler, Java C, et après vous spécifiez où se trouve la classe Java. Alors ici donc c'est source main Java, et vous allez encore vers le package, c'est ma n7 myapp, et le fichier s'appelle myapp.java. Normalement, pour compiler une classe, il faut spécifier donc le chemin
du fichier qui contient la classe ou les classes, parce qu'en fait un fichier Java peut contenir plusieurs classes également. Alors maintenant, si vous compilez ce fichier à ce niveau-là, ben, il va vous placer le bytecode dans le même dossier. Alors généralement, c'est pas ce qu'on fait, c'est que le code source, on le met dans le dossier ici Java, mais le bytecode, on va le placer dans un autre dossier. Alors en fait, tout le code généré, le bytecode qui est généré après compilation, donc on va le placer dans le dossier classes qui se trouve dans target. Alors c'est la raison pour laquelle on va spécifier ici l'option "-d". Alors "-d", c'est donc vous spécifiez le directory, c'est-à-dire dans lequel vous allez mettre le bytecode. Alors quand vous mettez "-d", ben, il va dans ici, donc je vais utiliser target classes. Alors forcément dans le dossier classes, il va créer un fichier qui s'appelle myapp.class. Ça c'est le bytecode. Quand il compile, il va placer le bytecode dans ce dossier-là. C'est avec cette option "-d" qui permet donc de lui indiquer place-moi le bytecode ici. Alors après, avec l'option "-d", qu'est-ce qu'il fait? Du moment que votre classe appartient au package ma-nz, donc c'est-à-dire qu'il commence par l'instruction package, donc automatiquement dans classes, il va créer également le package. Alors si vous faites cette opération ici, donc il n'y a pas généralement d'erreur, mais souvent, donc quand vous avez des erreurs de syntaxe, donc vous allez les voir bien sûr ici. Pour le moment, donc, c'est pas le cas. Alors, si je fais encore /f, vous voyez ici, j'ai le fichier myapp.java, alors que quand il est compilé, le bytecode, il est placé dans myapp.class. Alors, vous voyez donc myapp.class, il est également placé dans le package ma-nz myapp. Donc, vous voyez donc ici, parce que la classe myapp se trouve dans le package, c'est-à-dire le package ma-nz myapp. Alors, donc ça c'est pour compiler une simple classe Java. Alors maintenant, pour exécuter, comme c'est une application, je voudrais l'exécuter, donc on va utiliser la commande Java. Alors, si vous voulez exécuter Java, donc il faut spécifier qu'est-ce qu'on va exécuter. C'est d'abord, on va utiliser une option "-cp". Alors, cp c'est classe path. Classe path, c'est également une variable d'environnement qui est très importante. Alors maintenant, quand vous utilisez la commande Java, c'est que vous faites appel à la machine virtuelle Java. Il faut lui demander, je veux exécuter une classe. Mais cette classe-là, où est-ce qu'il se trouve? Donc avec la classe path, il permet d'indiquer le chemin où la machine virtuelle Java va trouver les classes. Alors je sais que moi, les classes se trouvent dans le dossier target classes. Je vais lui dire target classes, donc ça c'est la première, "-cp". Pour le moment, je demande à l'JVM, quand je te demande une classe, tu vas la chercher dans ce dossier-là, dans le dossier classes. Alors bien sûr, s'il y a plusieurs dossiers, bien sûr, on peut les séparer par point-virgule. On va voir, on peut spécifier point-virgule, premier dossier, deuxième, etc. Donc pour spécifier donc le chemin où la machine virtuelle Java va chercher les classes. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on va exécuter? Une classe. Et pour exécuter une classe, comme une classe se trouve dans un package, ma-nz myapp, ma, maintenant c'est le package, point. C'est pas anti-slash, c'est pas slash, c'est point. Parce que là, vous êtes en train d'utiliser une classe Java. Et pour la JVM, une classe Java, le package donc utilise le séparateur, c'est point. C'est myapp. Et après le nom de la classe, myapp. Là, donc, vous venez d'exécuter une application, vous avez un petit message Hello World que vous voyez là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que vous avez utilisé la machine, le GRE, la machine virtuelle Java, et vous lui avez demandé d'aller chercher le bytecode, le myapp.class. Alors, bien sûr, vous n'avez pas besoin de spécifier l'extension .class. Et tout simplement, il va chercher ce fichier, il va l'exécuter. Mais quand il va chercher le fichier, il va consulter une variable d'environnement. Vous voyez donc, la JVM consulte une variable d'environnement qui s'appelle classPath. Alors pour le moment, la variable d'environnement classPath en fait n'est pas définie.
dans notre environnement. Donc, on a besoin de spécifier au moment de l'exécution à la JVM le class path, c'est quoi? C'est-à-dire quels sont les chemins dans lesquels il va chercher les classes Java. Alors, ça, c'est l'exécution. Donc, si vous tentez d'exécuter directement sans spécifier class path ici, vous voyez donc il vous dit souvent vous allez trouver des choses comme ça, impossible de charger la classe MA Inset MyApp. Donc là, il n'arrive pas à trouver cette classe-là. Donc ça, c'est la variable d'environnement. Autre chose, c'est que c'est dans mon environnement, je peux définir une variable d'environnement class path. Class path, c'est une variable d'environnement qu'on peut définir de la même manière comme on a fait avec la variable path. Donc je peux la définir directement sur ligne de commande et dans laquelle je peux mettre par exemple target. Voilà, donc c'est target slash classes. Alors, si vous définissez donc une variable d'environnement class path, généralement, on peut utiliser, souvent, il ne faut pas oublier d'utiliser point. Alors, quand vous utilisez point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à la JVM, quand il cherche une classe, il doit d'abord chercher dans le dossier courant, c'est-à-dire le dossier actuel. C'est-à-dire si la classe se trouve dans le dossier work 5 par exemple, ben, tout simplement, il va d'abord chercher dans le dossier. S'il ne la trouve pas, il va aller chercher dans ce dossier-là. Alors donc ici, qu'est-ce que je fais là? Donc je définis la variable d'environnement class path. Et si vous avez défini des chemins dans la variable d'environnement class path, maintenant vous pouvez exécuter. Vous voyez, donc si vous mettez Java MA Inset, vous n'avez pas besoin de spécifier -cp parce que vous avez dans votre environnement une variable d'environnement qui s'appelle class path qui contient déjà les chemins dans lesquels donc la JVM va chercher donc les classes Java. Donc vous voyez, donc si vous exécutez, ça marche également comme ça. Donc soit que vous définissez une variable d'environnement dans laquelle vous mettez l'ensemble des chemins, soit tout simplement vous mettez au moment de l'exécution, vous utilisez -cp ici. Et donc ça passe. Voilà, alors ça c'est le début. Donc compiler une classe, exécuter une application Java sur ligne de commande, ça c'est quelque chose qui est on va dire, c'est le point de départ de quelqu'un qui fait de la programmation Java. Donc, souvent, il y a des gens parfois qui ne prennent pas le temps de passer par cette étape. Bon, je les invite à revenir un petit peu en arrière. Alors maintenant, on va essayer de compliquer un peu les choses. Donc, pas compliqué, donc on va essayer maintenant de créer plusieurs classes. Pour le moment, il y a une seule classe Java, il y a une seule application. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à mon projet. Donc, c'est-à-dire donc source main Java. Je vais créer un autre package dans lequel je vais placer une nouvelle classe. ma.toujours_inset. Vous voyez donc toujours c'est myApp. Alors généralement toutes les classes que je vais créer se trouvent d'abord le package de base, c'est ça. Mais à l'intérieur du package de base de l'application, on va ajouter des sous-packages. Par exemple ici, je vais créer un package qui s'appelle service. Alors ça c'est pas point, c'est slash. Voilà. Alors dans le dossier, dans ce package là, ma inset service, inset myApp service, je vais créer une classe. Alors maintenant la même chose, je vais lancer un IDE. Alors sauf que pour ne pas travailler avec le bloc-notes, vous pouvez quand même choisir des IDE qui sont toujours légers. Vous trouverez Notepad par exemple c'est un IDE très léger mais qui vous fait profiter des colorations syntaxiques du code. Donc c'est-à-dire avec cet IDE vous pouvez écrire du code HTML, vous pouvez écrire des codes Java, n'importe quel langage de programmation. Mais si vous voulez utiliser un IDE léger mais en même temps c'est-à-dire évolué, c'est-à-dire de haut niveau,
Donc il y a un IDE que je vous conseille, que vous devrez avoir d'ailleurs dans vos machines. Souvent les développeurs les connaissent bien, c'est Visual Studio Code. Alors en fait VS Code, donc c'est un outil que vous allez trouver facilement. Les développeurs, surtout front-end, l'utilisent beaucoup. Visual Studio Code Download. Donc c'est un IDE que vous devrez avoir dans votre machine. C'est rapide, vous le téléchargez, vous l'installez. Une fois que vous l'installez par défaut, et vous pouvez le lancer directement sur ligne de commande en utilisant code. Alors code, c'est en fait le raccourci qui est utilisé pour lancer Visual Studio Code. Alors donc je lance code. Alors si vous voulez, ce que je vais faire cette fois-ci, je reviens vers mon dossier carrément, ici, le dossier de mon projet, ici, sur Work File. Alors je rappelle que voilà la structure de mon projet. Pour le moment, voilà un dossier service. Et là, je vais utiliser code, point. Alors, point, je lance tout simplement Visual Studio Code sur ce dossier-là. Donc, il va m'ouvrir tous les fichiers qui se trouvent. En fait, il va m'ouvrir un projet dans lequel il va me lister les fichiers, en fait, le contenu du dossier code. Alors, ça, c'est Visual Studio Code. Alors, généralement, Visual Studio Code, donc vous voyez, donc là, c'est notre dossier. Vous avez la structure de votre projet, main Java, service, j'ai le fichier main.java. Alors, il y a de la coloration syntaxique. Alors, généralement, au début, donc, Visual Studio Code ne reconnaît pas le langage Java, mais dès que vous ouvrez un fichier .java, il vous demande d'installer une extension. C'est des extensions que vous installez, vous les installez et après, vous pouvez profiter des colorations syntaxiques, mais également, vous pouvez, avec Visual Studio Code, construire carrément un environnement complet, un IDE complet, c'est-à-dire à l'image de IntelliJ, que nous allons utiliser par la suite. Alors ici, donc, ce que je vais faire, c'est que dans le dossier service, je suis là dans le package service, je vais créer une classe, un fichier, ici, un nouveau fichier, que je vais appeler myservice.java. Je vais créer une classe Java, myservice. Alors, cette classe-là se trouve dans le package, toujours ma. La première instruction qui se trouve dans une classe, c'est package. Alors, c'est myapp. Encore service. C'est le nom du package où se trouve cette classe. Point virgule. Et après, donc, je vais créer une simple classe Java que je vais appeler myService, dans lequel je vais créer une simple fonction qui permet de faire la somme de deux nombres. C'est une méthode qui va permettre de retourner un double. La méthode, je vais l'appeler compute. Elle reçoit deux paramètres, A et B. C'est une fonction à laquelle je donne deux paramètres A et B et qui va me permettre de retourner un résultat. Donc je lui donne A et B, il m'a retourné tout simplement avec return A plus B. C'est une simple fonction compute qui se trouve dans une classe qui s'appelle myService. Alors j'ai ici une classe que je viens de créer, je vais la compiler. Alors pour la compiler, donc je ne suis plus obligé de revenir à chaque fois sur ligne de commande parce que Visual Studio Code il vous permet d'ouvrir directement un terminal. Ici que vous voyez là, c'est un terminal de type PowerShell. En fait, c'est-à-dire il y a le terminal, vous avez différents types de terminaux. Il y a command prompt, ça c'est le classique de MS-DOS, c'est-à-dire Windows. Et PowerShell, il a la particularité, c'est un terminal qui va vous permettre d'exécuter des commandes Linux que vous pratiquez souvent parce que il y en a ceux qui travaillent avec des macOS, il y en a ceux qui travaillent avec du système Linux. Et parfois, il est très important d'uniformiser un petit peu c'est-à-dire votre manière de travailler. Là, il est clair qu'en production, c'est Linux qui est souvent utilisé. Donc, je vous recommande qu'à un moment donné, que le terminal que vous utilisez, c'est d'utiliser un terminal
qui vous permet d'écrire donc directement des commandes Linux, même si vous êtes dans un environnement Windows. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure, quand on va parler du versionning du code source, il y a un terminal en fait qui s'appelle Gitbatch, donc qui sera dans votre environnement, qui va nous permettre directement de lancer un terminal dans lequel vous exécutez les commandes de Linux. Alors, en tout cas, peu importe, c'est pas ça le plus important pour le moment. Donc, je suis dans un terminal, je peux être là, je peux être dans ce terminal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais compiler cette classe. Pour la compiler, donc je vous rappelle qu'il faut utiliser donc Java Compiler. Je vais lui spécifier -d, puisque je vais placer le code source, c'est dans target classes. Alors ici, donc avec tabulation, je retrouve facilement donc le chemin. Et après, qu'est-ce que je vais compiler? Je vais compiler le fichier qui se trouve dans le dossier source main java ma n7 myapp service. Vous voyez, donc tout ça c'est. Et après myService.java. Donc je veux compiler cette classe. Après, je vais placer le bytecode dans target classes. Alors ici, donc il y a, vous voyez, ici il y a une erreur de compilation. Ben, il vous dit que la classe est déclarée public devrait être dans le même fichier qui s'appelle myService.java. Vous voyez ici, la classe, le fichier s'appelle myService avec S minuscule et la classe ici s'appelle myService avec S majuscule. Alors je vais pas, au fait, donc là je dois renommer donc le nom du fichier. Alors je peux le faire directement ici. Rename le fichier myService. Bon, je devrais avoir le même nom. Et là je recompile encore Java Compiler. Le fichier s'appelle myService. Bon, le fichier est compilé. Je peux toujours voir la structure du projet. Je vois bien que dans le dossier target class, j'ai myService.class. Alors maintenant, donc je crée cette classe là. Donc j'ai besoin de généralement, avant de ce que je vais faire, je vais d'abord utiliser cette classe dans la classe directement ici myapp. Alors ici, donc pour pouvoir, je suis dans une classe, je veux utiliser la classe myapp ici. Alors pour cela, donc j'ai besoin de créer un objet. Je vais utiliser donc instancier donc cette classe. Et pour cela, donc je dois l'importer. Alors après l'instruction package, vous utilisez donc import. Alors je sais que j'ai besoin d'une classe qui se trouve dans le package ma.n7.myapp. Encore service et la classe s'appelle myService. Alors soit vous mettez ça, le nom de la classe, si vous mettez étoile, ça veut dire que tout simplement vous importez en fait toutes les classes qui se trouvent dans ce package. Alors maintenant je vais créer un objet de cette classe, donc je vais supposer pour créer un objet de la classe, donc c'est myService, je déclare un objet myService égale new, je crée un objet de la classe myService. Et après maintenant je vais faire appel à la méthode compute. Donc, je vais supposer que j'ai une variable a égale à 6. Pour le moment, ce n'est pas un test unitaire. Tout à l'heure, je vais créer un test unitaire, mais pour le moment, c'est une simple application Java. J'ai ici b égale à 8. Et après, je vais faire un calcul, result, en faisant appel à l'objet service.compute. Je lui donne a et b, et il va me retourner donc un résultat. Et après, par la suite, je vais afficher tout simplement ce résultat-là avec system out println et je vais afficher une chaîne de caractères. Je vais utiliser la classe string. Je vais formater une chaîne de caractères avec string.format. Je vais formater une chaîne de caractères. Donc, je vais écrire tout simplement sum of a. Donc, je vais mettre pourcentage %s
ici, donc je vais remplacer, c'est-à-dire sur cette partie-là, je vais afficher la valeur de A. And pourcentage S is pourcentage S, c'est un paramètre, c'est un string que je vais afficher là. Et après, je mets virgule. Donc, le premier paramètre, le premier pourcentage S, donc je vais afficher A. Le deuxième, je vais afficher B. Et le troisième, je vais afficher result. Ici, donc, je vais avoir A, B, et ça, c'est result. Voilà. Alors, ici, donc, j'ai à nouveau donc, la classe MyApp. Je vais la recompiler. Alors, pour la recompiler, je vais utiliser encore Java Compiler. Cette fois-ci, donc, MyApp.java. Pas de problème. Et je vais l'exécuter à nouveau. Donc, je vais utiliser encore Java -cp. Je vais chercher les classes dans Target Classes. Et la classe s'appelle ma.inset.myApp. La classe s'appelle myApp. Vous voyez donc la somme de 6 et 8 égale 14. Bon, ça, c'est le résultat affiché par là. Alors ici, donc, ça c'est une simple application. Alors, sauf que, si vous voulez, c'est l'occasion d'utiliser ces arguments-là. Donc, supposons qu'au moment de l'exécution, j'ai besoin de transmettre des arguments à l'application. Donc, autrement dit, donc, au moment de l'exécution, je vais demander à la JVM, je vais exécuter cette application et je lui transmets directement en ligne de commande. Par exemple, je veux faire la somme de 12. Le premier argument, c'est 12. Le deuxième, c'est 56. Alors ça, c'est, je lance l'application, mais je lui transmets des paramètres, des arguments. Ça, c'est quelque chose de très courant dans les applications Java. Alors si vous faites ça, bon, l'application s'exécute, mais et là, j'ai besoin d'utiliser, donc, de récupérer ces paramètres-là. Alors c'est la raison pour laquelle, ici, donc, je vais faire ici un test. If args, bon, vous voyez les arguments, c'est un tableau de chaîne de caractères. Pour length, c'est les différents de 2, c'est-à-dire si au moment de l'exécution, je n'envoie pas, si donc le nombre de paramètres, c'est les différents de 2, c'est-à-dire j'envoie pas j'ai pas envoyé les deux paramètres au moment de l'exécution, je vais afficher tout simplement un message out println. Vous devez fournir deux arguments. Et en même temps, je quitte l'application. Pour quitter l'application, je vais utiliser system.exit 0, c'est-à-dire je quitte le processus principal de l'application. Dans ce cas-là, il ne va pas faire ça, donc il va quitter l'application. Sinon, on va suivre. C'est quoi A? Ça va être, c'est tout simplement, c'est args de 0, c'est-à-dire le premier paramètre. Sauf que les arguments par défaut, c'est des strings. Alors ici, donc, c'est un double. Il faut donc convertir un string, une chaîne de caractères, en un nombre double. Pour cela, dans Java, on utilise une classe qui s'appelle double, dans laquelle on trouve une fonction, une méthode statique qui s'appelle pass double. Et entre parenthèses, arg de 0. Donc je prends arg 0, je le convertis en double, parse double, je vais le parser en double, et je l'affecte à la variable et à la variable A. Ici donc, au lieu de 8, je vais mettre, je prends l'argument 1, je le convertis en double et je l'affecte à B. Et après, je fais mon calcul. Et dans ce cas-là, je recompile à nouveau. Et je réexécute Java, cette fois-ci avec les paramètres 12, 56, vous voyez. Ici, donc, la somme de 12 et 56, c'est 68, 99, 45. Voilà, donc je retrouve bien les paramètres. Et si j'exécute sans envoyer de paramètres, ou bien si vous envoyez un seul paramètre, vous voyez, il vous dit, vous devrez fournir deux arguments. Alors ça, c'est
une simple application Java dans laquelle vous utilisez une classe que vous créez vous-même. Alors maintenant, comme vous l'avez constaté, dans un développement, souvent quand vous serez en entreprise, à chaque fois que vous créez une classe, par exemple la classe MyService, quand vous créez cette classe, vous créez des méthodes, vous créez du code, mais après il faut faire ce qu'on appelle, il faut créer un test unitaire. Donc c'est quoi un test unitaire? Bon, un test unitaire, c'est une classe dans laquelle il faut prouver que cette méthode, par exemple compute, fonctionne bien. Alors bien sûr, ce qu'on vient de voir là, c'est pas un test unitaire parce qu'il faut exécuter, il faut donner des paramètres, il faut regarder au niveau de l'affichage, qu'est-ce que ça vous donne, et après vous dites, ça marche. Mais dans l'industrie du logiciel, vous allez créer beaucoup de classes, beaucoup de fonctions, et après on a besoin d'automatiser les tests unitaires. C'est-à-dire à un moment donné, on a besoin de lancer automatiquement tous les tests unitaires, et après on a besoin de savoir quels sont les tests qui passent, quels sont les tests qui vont échouer, et comme ça on peut maîtriser donc le chantier du génie logiciel. Alors maintenant, fondamentalement, pour créer des tests unitaires, il y a des frameworks qui sont utilisés pour créer des tests unitaires. Alors le plus connu donc c'est JUnit. Alors JUnit, donc c'est un framework qui permet de créer des tests unitaires. Donc il nous faut maintenant les librairies framework. Maintenant, dans notre projet, jusqu'à présent, ce que nous avons créé, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de librairie supplémentaire que nous avons utilisées. On n'utilise que les classes qui font partie du GDK, c'est-à-dire qui sont fournies par le kit de développement Java, c'est-à-dire GRE. Alors maintenant, j'ai besoin d'un framework comme JUnit, donc j'ai besoin des librairies. Alors c'est pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher, pour utiliser JUnit, vous avez besoin de chercher, pour le moment manuellement, on va le faire manuellement, mais après, on va voir que tout ce travail que vous êtes en train de faire manuel, c'est une perte de temps, mais c'est vraiment important que vous le fassiez vous-même pour comprendre d'abord c'est quoi l'intérêt par exemple de Maven, parce qu'après avec Maven c'est lui qui va nous permettre de faciliter beaucoup plus le travail. Tout à l'heure je vais vous montrer comment travailler avec Maven, mais avant ça on va travailler tout ça manuellement, parce que si je fais ça, c'est pas comme ça que vous allez travailler en entreprise, mais c'est tout simplement, c'est pour, comme je disais, revenir à la base, parce que c'est avec ça que vous pouvez consolider et, si vous voulez, immuniser un peu c'est-à-dire les failles au niveau de vos compétences, parce que c'est important quand même, quand vous serez dans des entretiens d'embauche, généralement la discussion tourne autour des choses vraiment de base, et même quand vous serez dans un environnement de production, parfois vous allez vous retrouver en train de refaire ce travail-là, c'est-à-dire quand vous allez déployer l'application, c'est à ce moment-là que vous allez revenir à finalement vous dites c'est important de savoir ça. Alors donc JUnit, donc voilà, le moyen le plus simple pour moi de chercher les librairies, d'ailleurs c'est JUnit Maven. Alors Maven, donc c'est un outil dont je vais vous parler tout à l'heure, Maven Dependency. Ça vous permet de trouver facilement c'est-à-dire les dépendances. Alors ici, donc, je vais utiliser la version 4 de JUnit, 4.13 par exemple. Et après, vous avez ici, donc normalement, ça, on ne va pas l'utiliser, on n'utilise pas Maven pour le moment, mais ici, vous allez trouver le jar. En fait, les librairies Java, c'est-à-dire c'est un ensemble de classes Java, un ensemble de librairies sont archivées dans des fichiers qui portent l'extension .jar. Alors, jar, c'est Java archive. En fait, un jar, c'est un fichier .zip. D'ailleurs, vous allez voir, c'est tout simplement un fichier, c'est une archive, c'est une archive compressée qui permet de regrouper un ensemble de classes. Alors ici, donc, on va le télécharger. Alors, si vous cliquez dessus, donc vous allez le télécharger. Alors, donc ça, on aura besoin de JUnit. J'utilise la version 4. .jar, donc ça c'est un premier jar. Et après, j'aurai besoin également d'un autre jar, parce qu'en fait vous avez besoin de deux jars. C'est Amcrest Core, voilà, Maven Dependency.
Donc ça c'est un fichier .jar qui est utilisé par JUnit. Alors je vais utiliser la version 1.3. La même chose, donc vous pouvez la télécharger directement ici. Voilà, jar. Bon, pour le moment, faites ça manuellement, c'est pas grave. À un moment donné, vous n'allez plus faire ce genre de travail. Et là, vous prenez donc ces fichiers-là que vous venez de télécharger, copier, et on va les mettre dans notre projet pour le moment. Il y a un dossier libre que nous avons créé, si vous vous rappelez. Et ici, on va ouvrir ce dossier-là sur l'explorateur. Et je vais les placer directement ici. Bon, ici, donc, parce que là, j'ai téléchargé plusieurs versions. Le fichier s'appelle, le nom du fichier, c'est peu importe, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ce serait bien de garder le nom original parce que là, on retrouve la version que vous utilisez. Voilà, donc j'ai le fichier donc JUnit et un Crest Core. Donc, ça, c'est deux fichiers .jar dont j'aurai besoin. Ça, c'est la première des choses. Il vous faut des librairies. Alors ensuite, donc maintenant, je vais créer un test unitaire. Alors en fait, le test unitaire, généralement, vous vous rappelez, donc on a créé dans source, il y a un dossier main, et après, il y a un dossier test. Alors maintenant, dans le dossier test, la même chose, je vais créer un package. Alors c'est quoi le package que je vais créer? Donc je vais dans le dossier Java, je vais créer un package. La même chose, donc on va garder les mêmes packages de la classe. Donc c'est MA que vous allez tester. MA N7 service, plutôt my app service. My app service. Oui, donc là je crée le package. Et dans ce package-là, c'est dans test. Elle est là, test. Et dans ce package, je vais créer un test unitaire. Donc une classe qui permet de tester la classe myService. Je vais créer un fichier Java. Je vais appeler donc par convention, on va lui donner le même nom que la classe, c'est myService. On va ajouter test. C'est une classe de test. Alors, vous voulez créer un test unitaire, il faut savoir l'écrire. Bon, un test unitaire avec JUnit, donc c'est une classe dans laquelle vous avez besoin d'abord de spécifier le package. La même chose, c'est la classe se trouve dans le package MA N7 myAppService. Vous avez besoin d'importer un certain nombre de packages qui se trouvent dans ces fichiers .jar. JUnit, donc c'est org JUnit point. Je vais importer une annotation qui s'appelle test et j'aurai besoin également d'importer quelques méthodes statiques. Donc j'utilise import statique org point JUnit point assert point étoile. Donc ici, donc j'ai dans la classe assert, donc j'ai quelques méthodes statiques qui permettent en fait de décider quand est-ce que le test a réussi ou non. Donc on va trouver des méthodes comme par exemple celle qu'on va utiliser dans notre cas, c'est assert equals assert equals. C'est-à-dire ici, il va indiquer comme quoi que le test a réussi dans le cas où vous avez deux valeurs sont égales. Alors, c'est ce qu'on va voir ici dans notre cas ici. Alors après, on va créer le test unitaire public class, une simple classe Java qu'on va appeler myServiceTest et dans lequel on va créer une méthode qu'on va appeler, c'est des méthodes void. Vous pouvez les appeler souvent test. Par exemple, compute. Je vais tester la méthode compute. Et comment faire un test unitaire? Tout simplement, d'abord, il faut instancier la classe que vous voulez tester. C'est myService service égale new myService. On va l'instancier. Et après, on va supposons, vous dites supposons que j'ai A égale à 12.
supposons que j'ai une valeur de b égale, par exemple, égale à 8, quel serait le résultat attendu? Donc le résultat attendu, expected, ça devrait être 20. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites, pour des entrées, les inputs 12 et 8, je devrais avoir un résultat que je connais préalablement, c'est 20. Alors maintenant, pour faire le test, il faudrait faire le calcul. J'appelle, je fais mon calcul, je récupère un résultat à partir de ce service. J'appelle la méthode compute, je lui donne A et B. Voilà. Maintenant, je teste, j'appelle la méthode compute. Et maintenant, quand est-ce que je vais considérer que le test a réussi? C'est en faisant justement appel à cette fonction-là, assert equals. C'est quand est-ce? Quand vous avez l'égalité. Donc, vous avez l'égalité entre result et expected. C'est comme si vous êtes en train de dire à JUnit, quand tu vas lancer ce test, ben, tout simplement tu compares result et expected, s'ils sont les mêmes, ben, tu considères que le test a réussi, sinon le test a échoué. Alors maintenant, sauf que pour que ce soit une méthode, parce qu'en fait c'est JUnit qui va exécuter ce test, cette méthode-là de test, alors pour que ce soit une méthode de test JUnit, on va utiliser, il doit utiliser la notation test. Alors en fait, JUnit, il y a deux versions, il y a la version annotation, il y a la version sans annotation. La plus simple, souvent, c'est d'utiliser des annotations. L'annotation test, c'est une méthode de test. Alors après, on va voir, en fait, comme on vient de, si vous écrivez donc ce genre de classe, donc c'est que vous venez de créer ce qu'on appelle un test unitaire. Alors, ce test unitaire, il faut maintenant l'exécuter pour voir, puisque voilà, donc, logiquement, dans l'ingénierie logicielle, c'est quand on va vous demander de créer une classe, par exemple MyService, vous l'avez créée. Une fois que vous créez cette classe, il faut créer une autre classe test, MyServiceTest, dans laquelle vous devrez prouver que cette méthode que vous avez écrite, par exemple, fonctionne bien. C'est un test unitaire. Si vous créez une deuxième méthode dans votre service, et bien, tout simplement, vous créez également vous pouvez ajouter un autre test. Dans la même classe, vous pouvez ajouter plusieurs tests. En tout cas, l'essentiel de chaque test, c'est quoi? C'est une méthode qui utilise la notation test. Vous voyez donc la notation test, c'est quelque chose que vous importez à partir du package org.junit. Maintenant, comment exécuter un test unitaire? Ben, il faut compiler d'abord la classe. Alors, pour la compiler, donc la même chose, donc on va utiliser Java Compiler et je vais envoyer le bytecode c'est pas moins CP, c'est moins D. Donc j'envoie le bytecode avec moins D. Oui, c'est bien ça. Je sais pas, tout à l'heure j'ai l'impression que j'ai dû, quand j'ai compilé, ouais, c'est moins D, c'est correct. Alors, donc Java C, c'est moins D. Je vais placer le bytecode dans target classes, même chose, et je vais compiler voilà, la classe qui s'appelle c'est toujours le package, c'est ma-inset-my-app. Non, on va la compiler, il faut spécifier le chemin. Le chemin, c'est dans source, test, Java, ma-inset-my-app. Le fichier s'appelle myServiceTest.java. Alors, sauf que quand vous compilez, ça passe pas. Alors, si vous regardez bien, il vous dit que ici, il n'a pas cette fonction assert equals. Il ne la connaît pas en fait. Assert equals, c'est une méthode qui se trouve dans ce package. Mais ce package-là, cette classe, se trouve dans ce fichier .jar. Donc
Donc ça veut dire que maintenant, quand vous allez compiler, cette fois-ci, vous allez lui dire oui, moins de t, c'est-à-dire place-moi le... avec moins de t, c'est place-moi le bytecode ici, mais maintenant, il faut spécifier moins cp, moins classe path, c'est-à-dire au moment de la compilation, quand il va rencontrer l'utilisation d'une classe, comme par exemple myService, parce qu'à un moment donné vous utilisez myService, ben on va lui dire, si vous voulez, ce que je vais faire, je vais séparer ça. Alors Java C, moins D d'abord, et après moins CP. Moins classe path, et après je laisse la classe à compiler. L'ordre, c'est pas important, mais c'est toujours bien de séparer les choses. Donc ça, c'est pour dire la destination. Donc le bytecode, il va être placé dans ce dossier-là. Et après CP, maintenant je vais lui dire, quand tu rencontres une classe, quand tu vas chercher une classe, tu vas chercher dans le dossier lib. Et dans lib, j'ai junit.jar. Et j'ai également, j'ajoute point virgule, lib, j'ai le fichier également increst core jar, et j'ai également besoin du dossier target classes. Vous voyez un peu ça commence à se compliquer. C'est-à-dire quoi? Je vais compiler ça. Par exemple, supposons que vous oubliez ça, je vais le faire exprès. Alors, quand vous spécifiez sur classe path un chemin qui contient plusieurs, vous avez plusieurs chemins séparés par point virgule, maintenant il va falloir mettre ça entre double quotes, c'est-à-dire moins CP, tout ça c'est le classe path. C'est pas de point virgule. Alors, moins CP, voilà. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, donc il nous a indiqué comme quoi il n'a pas reconnu ça. Donc maintenant, si je fais moins cp ça, donc forcément il va le chercher dans ce jar, parce qu'un jar c'est un dossier qui contient des classes. Et après il nous dit également, alors si je compile, ben, il nous dit maintenant cette fois-ci, vous voyez, myService, il n'a pas trouvé myService. Alors pourquoi? Parce que myService est une classe qui est compilée. Où est-ce qu'il se trouve? Ben, il se trouve, donc je vais ajouter dans le class path, je vais mettre point virgule, c'est target slash classes. Alors je compile. Alors cette fois-ci, donc le bytecode est compilé. Alors c'est compilé, mais il y a un message d'erreur qu'il faut comprendre. Alors vous voyez ici donc parfois ça arrive dans votre code d'utiliser ce qu'on appelle des opérations qui sont dépréciées, deprecated. Oui, c'est quelque chose de deprecation. Ici, c'est qu'il vous dit tout simplement que dans votre code, vous avez utilisé une API qui est dépréciée. Dépréciée, c'est-à-dire elle marche bien, mais il y a mieux. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est déprécié, il vous demande généralement, dans Java, vous compilez avec l'option, vous mettez Java C, l'option X majuscule, lint. Xlint. Donc ça c'est avec cette option-là, avec moi. Avec cette option Xlint, donc si vous compilez, là cette fois-ci, il va vous dire que assert equals, il est déprécié, deprecated. Avec les paramètres double, c'est déprécié. Alors en fait c'est déprécié, pourquoi? Parce que vous savez quand vous comparez des doubles, alors result c'est un double, expected c'est un double. Et un double, généralement, il y a des virgules flottantes. C'est un nombre à virgule flottante, il y a des virgules. Et généralement, pour comparer égal, ça n'a pas de sens parce que parfois, il y a une différence d'une précision de 0,00, etc. Donc, ça veut dire que avec les nombres doubles, si vous êtes dans des calculs arithmétiques des nombres doubles à virgule flottante, c'est pratiquement, vous ne trouverez jamais, le résultat ne sera jamais égal. C'est-à-dire deux nombres doubles, si vous les comparez, il faut les comparer à une certaine précision. C'est pour cela que
la méthode assert equals, il est surchargé. Il y a cette méthode-là, mais il y a également une méthode qui contient 3 paramètres. Et le troisième paramètre, c'est le paramètre dans lequel vous spécifiez la précision. Par exemple, je vais utiliser 0,01. C'est comme si vous dites maintenant, si le résultat et expected sont proches, c'est-à-dire avec un epsilon, c'est-à-dire avec une précision de 0,01, on considère que le résultat est bon. Donc ça c'est, si vous voulez, on va dire la tolérance, si vous voulez. Alors souvent, cette valeur-là, on va la déclarer quelque part ici, donc ce forme d'une constante et vous l'utilisez. Alors ça c'est tout simplement cette histoire-là, il faut la comprendre parce que vous allez la retrouver souvent. C'est-à-dire que deprecated, ça veut dire que ça marche, il n'y a pas de problème, mais il y a mieux, il y a d'autres solutions. Alors souvent si vous cherchez dans la documentation, vous trouverez donc c'est-à-dire l'autre façon de faire la chose ici. Alors maintenant si je recompile, toujours avec l'option xlint, ici donc cette fois-ci c'est toujours déprécié parce que je n'ai pas enregistré, j'imagine. Save. Je recompile. Voilà, cette fois-ci ça marche, il n'y a pas de problème. Alors si je fais tree/f, alors à nouveau donc je peux jeter un codé sur la structure de mon projet. Alors qu'est-ce que je trouve? Donc vous voyez bien dans target, j'ai bien le package MATest, j'ai le fichier myService et j'ai myServiceTest.class. Donc je les mets dans le même package parce qu'en fait j'ai utilisé le même package. Alors ça c'est, j'ai compilé le test unitaire. Maintenant exécuter un test unitaire. Pour exécuter un test unitaire, donc je vais utiliser Java. Alors d'abord -cp. Alors -cp classPath. J'aurai besoin dans le classPath quoi? Je vais exécuter une classe qui se trouve dans target classes, point virgule. Mais j'ai également besoin des jars, de ces deux jars dans le classPath. Donc c'est lib junit point virgule encore, et j'aurai besoin du fichier lib amcrest. Voilà, ça c'est le classPath. Je mets tout ça entre double quotes, -cp. Alors je répète, si jamais par exemple vous avez des classes qui se trouvent également dans le dossier work lui-même, dans la racine. Donc dans votre classPath, vous ajoutez point virgule. C'est toujours une bonne pratique. De toute façon, dans le classPath, vous mettez point virgule et vous mettez les autres. C'est-à-dire, il cherche d'abord s'il les trouve dans le dossier courant, c'est bon. S'il ne les trouve pas, donc il va les chercher ici. Donc ça c'est le classPath. Et après, qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais exécuter une classe qui se trouve dans le package junit, c'est org.junit .runner. La classe s'appelle JUnit avec J majuscule, U majuscule, JUnit core, ça s'appelle comme ça. Finalement, pour exécuter le test unitaire, je vais demander à JUnit core, c'est-à-dire JUnit, je vais lui demander d'exécuter ce test unitaire qui se trouve dans la classe myServiceTest. Alors, espace encore, je lui transmets le paramètre, ici le package org, encore, c'est pas org, c'est ma.inset, .myapp.service, myapp.service, voilà la classe qui s'appelle myService test. Alors si vous faites ça, alors ici vous venez d'exécuter un test unitaire, bon, a priori ça marche, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, il vous dit que le test, quand vous avez lancé le test, il y a un seul test. Voilà la durée d'exécution du test, c'est 0,006 millisecondes, c'est un peu très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à exécuter. Et ici vous avez OK, ça veut dire que le test a réussi. De toute façon, à la fin, lui, avec assert equals, il vous dit ici soit OK, soit non OK. Alors supposons, je vais tricher un petit peu, supposons, je vais dire le
le résultat attendu c'est 21 au lieu de 20. Et si je calcule, normalement le test ne devrait pas passer. Donc là, il va falloir recompiler Java Compiler et j'exécute le test Java. Alors cette fois-ci, le test ne devrait pas passer. Vous voyez donc ici, le test, il vous dit un seul test. Il y a un qui a échoué. Il vous dit à la fin combien de tests ont été exécutés, combien de tests qui sont passés, combien de tests qui ont échoué. Alors ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un test unitaire. Un test unitaire, donc forcément, a besoin d'utiliser un framework qui est le plus connu d'ailleurs, c'est le plus ancien, le plus utilisé, c'est JUnit, qui permet donc de créer des tests unitaires. Donc vous voyez donc un test unitaire, c'est une classe que vous créez dans laquelle vous allez tester une méthode ou un ensemble de méthodes qui se trouvent dans une classe. Alors ici donc pour créer un test unitaire, vous voyez donc voilà la structure et après vous avez donc la notation test et vous utilisez donc ici assert equals. On peut également utiliser au lieu de assert equals par exemple assert true. Et dans ce cas-là, le paramètre ça doit être une condition. C'est-à-dire ici, vous dites si le résultat, si la valeur absolue, tout ça on est en train de compliquer un peu les choses, c'est math.apps de résultat moins et inférieur. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si le résultat moins expected, c'est-à-dire il est inférieur à 0,01, dans ce cas-là, je suppose que le test a réussi. Ça, c'est dans ce cas-là ici, vous importez et au lieu de assert equals, vous mettez étoile. Parce qu'en fait, il n'y a pas que assert et true, il y a assert equals. Il y a plein de méthodes qui permettent c'est-à-dire de vérifier si le test passe ou non. Alors, je remets la valeur ici. J'enregistre à nouveau. Normalement, ça devrait pas se passer. Je recompile. Je réexécute. Vous voyez, donc le test est passé. En tout cas, alors après, on va voir que, parce qu'après, il y a des outils comme Maven. C'est lui qui va permettre d'automatiser un peu tout ce travail-là. Si vous voulez lancer tous les tests unitaires qui se trouvent dans un projet, vous avez des centaines de tests unitaires. Chaque petite partie de votre application, il y a un test. Vous allez voir, il y a des commandes sur Maven qui permettent de lancer tous les tests unitaires. C'est ce qu'on va voir après par la suite. Bien, alors ça c'est vous voyez donc ici, un simple test unitaire. On a vu comment le compiler, comment l'exécuter. On a également vu à travers ça comment utiliser les jars, comment les mettre dans le class path, notamment ici, pour exécuter une application. Alors maintenant, supposons vous avez compilé, vous avez créé une classe, vous avez compilé, ça passe. Vous avez exécuté le test unitaire, ça passe. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, il faut livrer quelque chose. Qu'est-ce que vous allez livrer? Il faut livrer un jar. En fait, les livrables, maintenant on va compacter notre application. Supposons que notre application, ici, l'application il fonctionne. Maintenant, je vais l'archiver dans un fichier .jar. C'est-à-dire générer ce qu'on appelle le package. Ça, c'est le package, c'est le livrable final. Alors pour cela, comment maintenant créer un jar? Alors pour créer un jar, alors vous savez dans le kit de développement Java, donc j'en avais déjà parlé tout à l'heure, dans votre environnement, dans le kit de développement Java, JDK, dans bin. Vous voyez donc on a utilisé Java Compiler, nous avons utilisé Java tout court pour l'exécuter. Et maintenant, on va utiliser jar. Alors, jar, c'est la commande qui permet donc de... Voilà, jar, c'est créer une archive Java. Java archive. Alors, pour créer une archive Java, donc un jar, on va utiliser la commande directement ici. C'est plus pratique si vous voulez créer le jar parce qu'on va... dans le jar, on va garder que le bytecode. C'est-à-dire, je vais me placer dans le dossier target, classes. Et voilà, tout ce que j'ai ici. Alors, tout ce code-là,
c'est-à-dire tous ces packages avec ces classes.class, et donc c'est le bytecode. Tout ça, je vais les archiver dans un fichier .jar. C'est comme un fichier .zip. Alors pour cela, pour faire cette opération, donc je vais utiliser la commande jar. Alors en fait, la commande jar utilise des options. C, ça veut dire create, je vais créer une archive. F, c'est-à-dire je spécifie directement le fichier de l'archive. Et après, si vous voulez afficher les détails au moment de l'archive, vous voulez qu'il vous affiche des messages, notamment vous utilisez V, verbose. Donc il va afficher quelques commentaires qui indiquent quels sont les fichiers qui ont été ajoutés à l'archive. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez ajouté à l'archive. Et le troisième, normalement, si vous voulez créer un fichier .jar, vous pouvez utiliser voilà, C, F, comme ça. Après, on va voir donc ce qu'on appelle le manifest file. Donc, je vais l'utiliser tout à l'heure, je vais vous l'indiquer. Alors, si vous mettez jar cf par exemple v, alors vous dites je vais créer un fichier qui s'appelle app.jar. Je peux l'appeler comme je veux. Et après, dans ce fichier app.jar, je vais spécifier les fichiers que je vais générer. Qu'est-ce que je vais compacter dans ce fichier-là? Tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier courant, c'est classes. Donc, je peux mettre point, tout simplement. Alors, si vous faites ça, alors maintenant le fichier app.jar, je ne vais pas le placer dans je vais pas le mettre dans classes, je le remonte vers target. C'est pour cela que je vais utiliser ./target plutôt ./app.jar. Alors si vous faites ça, vous voyez ce que vous faites, vous avez ajouté alors tous ces fichiers là, donc voilà, tout ce qu'il trouve dans le dossier courant, il va les ajouter au fichier .jar. Alors maintenant, si vous regardez ce que vous avez ici, vous avez généré un fichier .jar. Et si vous allez vers voilà, on va ouvrir ce dossier là. Vous voyez dans Target, vous avez un fichier .jar. Bon, sa taille c'est 3 kilooctets, c'est pas beaucoup parce que c'est des petits fichiers. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'il contient? Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier .jar, c'est très simple. CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer une copie. Et au lieu de jar, .jar, vous pouvez changer l'extension avec .zip. C'est un fichier .zip. Alors si vous voyez l'extension, donc vous pouvez le renommer. Donc, et après, je vais faire l'extraction, extraire vers. Et qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Voilà, dans ce fichier .jar, je trouve le package MA, N7, MyApp, dans lequel j'ai MyApp.class, et dans service, j'ai MyService.class et j'ai MyServiceTest.class. Donc ça, c'est que les classes Java. Et après, au même temps, j'ai ici meta-inf. Alors, dans un fichier .jar, on trouve un fichier qui s'appelle manifest.mf. Pour le moment, si vous l'ouvrez, vous n'allez pas trouver grand-chose. J'ai juste la version 1.0. Et après, created by, etc. Bon, ça, c'est un message. Mais après, il y a une information qui est très importante qu'on va ajouter ici. Si vous voulez créer, en fait, ce qu'on appelle un jar exécutable. Alors maintenant, ça c'est un jar que vous venez de générer avec la commande jar ici, app.jar. Alors maintenant, supposons que vous voulez exécuter l'application. Si vous voulez exécuter l'application, alors pour le moment, ce n'est pas un jar exécutable. Par contre, vous pouvez exécuter, si vous mettez Java, si vous voulez l'exécuter, c'est un peu encore, vous voulez exécuter l'application, il faut utiliser Java -cp classe path. Alors voilà, Java -cp. Alors dans le cp c'est quoi? Donc on va tout simplement lui dire ce fichier là .jar, c'est-à-dire le fichier, comment il s'appelle app.jar. -cp app.jar et exécute-moi la classe qui s'appelle org.sid.myApp. Alors impossible de trouver la classe myApp, c'est normal parce que
ici Java-CP. Alors, MyApp se trouve dans MA-N7. C'est pas le bon package. Vous voyez ici, donc c'est MA.N7 pour MyApp. Vous voyez, donc vous devrez introduire deux arguments. Alors maintenant, parce que tout se trouve dans ce fichier .jar. Vous pouvez le mettre, c'est-à-dire, alors ici, avec les paramètres, ça et ça, vous voyez, donc là, ça passe, pas de problème. Ça a été testé, maintenant, vous pouvez vous exécuter l'application. Alors, ça c'est pour l'exécution, mais du moment que c'est un jar qui contient une application Java que vous voulez exécuter, bon, ça serait bien d'avoir ce qu'on appelle un jar exécutable. Alors, comment créer un jar exécutable? Je vais reprendre l'opération. Alors, je vais exécuter la commande. Alors, pour exécuter un jar exécutable, pour créer un jar exécutable, ben, j'ai besoin de créer un fichier dans mon projet. Je peux le mettre là où je veux. Généralement, on le met dans le source main ressources. Ici, dans le dossier ressources, on va créer un fichier, une file, qu'on va appeler manifest. Manifest. Vous pouvez, le nom, c'est pas important, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Parce qu'après lui, le contenu, il va le transférer vers un fichier qui s'appelle manifest.mf. Bon, normalement, c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous pouvez l'appeler par exemple manifest.txt. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier manifest? C'est on va spécifier dans notre projet, parce qu'il y a beaucoup de classes, on va lui spécifier quel est le main class. Main-class. C majuscule, M majuscule. Deux points. Alors maintenant, c'est quoi la classe principale? La classe principale se trouve dans le package ma.n7.myApp. L'application s'appelle myApp. Et après, il faut faire entrer, parce que là, il faut valider cette ligne, donc il faut absolument avoir une ligne vide à la fin. Sinon, il ne va pas lire le contenu de la ligne. CTRL S, j'enregistre. Vous voyez, donc ça c'est un fichier qui s'appelle manifest. C'est comme si vous êtes en train de dire, voilà, quand j'exécute le jar, voilà la classe que tu vas exécuter. C'est myApp, c'est myApp, ça c'est la classe. Ça c'est le package. Une fois que vous faites ça, maintenant on va revenir à la compilation. Alors pour la compilation, pour le jar, cette fois-ci on va utiliser CFV et on va ajouter M, parce qu'on va spécifier ce qu'on appelle le manifest file. M c'est le manifeste, c'est-à-dire dans ce cas-là je vais spécifier le nom de l'application. Je vais mettre ./myApp.jar, c'est le fichier que je vais écraser. Et après, je spécifie le manifest file où se trouve ce fichier-là, ce manifeste. Donc là, on va le trouver dans le dossier, source. Alors maintenant, je suis dans le dossier. Là, je pense qu'il va falloir d'abord que je me déplace vers le dossier classes. C'est plus simple. Donc je reprends dans le dossier classes. Je fais jar cfvm. Le fichier, l'archive, je vais la mettre dans le dossier target, c'est-à-dire ici c'est app.jar. Le manifest file se trouve dans le dossier source, aussi dans ./. Je remonte vers target, je remonte encore vers work, c'est-à-dire encore ./. Et là, je vais retrouver le dossier source dans lequel je vais trouver main ressources. Et le fichier s'appelle manifest.txt. Donc, c'est ce fichier-là. Ça, c'est le. D'abord, c'est le. Voilà, archive, c'est C, file, F. Et là, c'est le manifeste, M.
Et qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce que vous voulez archiver dans le fichier .jar? Il y a d'abord point, ce qu'on a fait tout à l'heure. Point, c'est-à-dire toutes les classes qui se trouvent dans le dossier classes, tous les packages, donc il va les archiver. Et après, je vais ajouter le dossier lib. Parce qu'en fait, vous savez, le dossier lib, il contient des jars. Et si vous voulez intégrer ces jars dans le jar lui-même, vous pouvez le faire. Il suffit d'utiliser encore, je vais lui dire, tu vas m'ajouter à ce fichier .jar, ce fichier-là, plutôt le dossier slash, il y a un dossier qui s'appelle lib. C'est-à-dire tout ce qu'il trouve dans le dossier lib et tout ce qu'il trouve dans le dossier courant, il va les prendre, il va les ajouter au fichier .jar. Bon, il a fait quelque chose. Alors maintenant, si on regarde bien dans Target, je retrouve toujours le fichier app.jar. Et maintenant, c'est un jar exécutable. Pourquoi? Si vous voulez l'exécuter, il suffit de taper java-jar. Alors, quand vous avez un jar exécutable, vous mettez java-jar et directement app.jar. C'est tout. App.jar. Alors, si vous exécutez, vous voyez app.jar, pourquoi j'ai ça? Java-jar, app.jar. Alors, ça c'est les paramètres. Alors java, jar, le fichier s'appelle app.jar. Et ici vous envoyez les paramètres. Donc il vous indique comme quoi la somme de 8 et 5 c'est 13. Oui, donc ça c'est un jar exécutable. Donc je n'ai pas besoin de spécifier le main class, c'est-à-dire la classe qui contient la méthode main, parce que en fait la machine virtuelle Java dans le fichier app.jar, il y a quelque part cette information, c'est-à-dire dans le fichier meta-manifest, il va trouver ce paramètre, cette entrée-là, main class qui lui indique quelle est la classe principale. Donc il va l'exécuter. Donc il sait que dans l'archive, il y a une classe principale, la classe main, qu'il va exécuter. Alors je réexécute son paramètre. Donc ici, il y a les arguments qui manquent. Bon, en tout cas, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va regarder le contenu de ce fichier .jar. Qu'est-ce qu'il contient? Alors, je supprime d'abord ce que j'ai déjà ajouté tout à l'heure, supprimer. Alors dans Target, j'ai vu le fichier .jar, cette fois-ci c'est 3 mégas, 300 kg. Je crée une copie. Cette copie-là, je vais changer l'extension, je vais mettre un zip. Alors si vous regardez, si vous faites un zip, donc vous allez trouver quoi? On trouve comme tout à l'heure MA-N7. Ça c'est le dossier point qui contient les classes. Ça c'est les a archivés. On trouve également le dossier lib parce que je lui ai demandé d'ajouter les jars. Donc également ils sont à l'intérieur de ce jar. Et après il y a meta-inf. Et dans meta-inf il y a manifeste. Alors dans manifeste, si vous regardez bien, vous voyez, il ajoute ça tout simplement. Bon, c'est-à-dire, vous voyez donc l'extension pour lui, c'est le manifeste devrait s'appeler le fichier manifeste.mf, manifest file. Alors il trouve main class et là il trouve donc ma.inset myapp. Voilà. C'est pas compliqué. Donc ça c'est comme ça qu'il construit un fichier .jar, un jar exécutable. Vous savez maintenant comment construire un jar exécutable et comment exécuter un jar exécutable avec jar. D'ailleurs, si vous êtes dans un environnement de Windows, quand vous avez un jar exécutable, si vous faites un double-clic, il va s'exécuter directement. Vous voyez, si vous faites un double-clic, vous l'exécutez directement avec la JVM, il s'exécute. Alors, sauf qu'ici, vous n'allez rien voir parce que c'est une application sur console, il affiche un message, il disparaît, donc on voit rien, quasiment rien. Voilà, alors donc ça c'est l'histoire du jar. Donc l'archive, donc souvent, dans le processus de développement, qu'est-ce qu'on fait souvent? On va créer des classes
comme par exemple ici vous avez myService.class, vous la compilez, ça marche. Il faut la tester. Et pour la tester, il faut créer un test unitaire. Alors le test unitaire, c'est ce que nous avons créé ici, c'est myServiceTest. On compile le test unitaire, on l'exécute, on voit bien que le test a réussi. Une fois que le test unitaire passe, on passe vers livrer. Le livrable, c'est quoi? C'est un jar. Et pour générer le jar, il faut générer ce qu'on appelle un package. Alors un package, donc ici, c'est un fichier .jar. Donc il y a des jars qui sont exécutables. C'est quoi un jar exécutable? C'est-à-dire c'est un jar à l'intérieur duquel on a une classe qui contient la méthode main. C'est cette méthode-là. Et dans ce cas-là, il va falloir indiquer dans le manifest file du fichier .jar comment s'appelle la classe, où se trouve la classe qui contient la méthode main. Et du coup, donc, si vous tapez java-jar, il va retrouver facilement la classe et il va l'exécuter. Alors voilà, donc ça c'est un peu, vous voyez, donc ici peut-être, c'est combien de temps? C'est presque 2 heures, c'est presque 1h44. On vient d'apprendre beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là, en réalité, si vous voulez les faire quand vous travaillez avec un IDE comme IntelliJ, finalement, ce travail, c'est un travail que vous allez faire, on va dire, c'est quelques minutes, donc c'est assez rapide. Mais sauf que le fait que vous le fassiez manuellement comme ça, ben je suis sûr que vous allez commencer vraiment, en tout cas pour les gens qui n'ont jamais fait ça, vous le faites, je vous recommande de le faire manuellement pour voir d'abord c'est quoi tout ça. Parce que ça, c'est bien ça Java pour moi. Java, en tant qu'outil, loin du langage de programmation, parce qu'après, il faut comprendre l'orienté objet, il faut comprendre les concepts de programmation orientée objet, etc. Mais en termes déjà de technologie, donc c'est un peu ça, c'est créer des classes, compiler, exécuter. Il y a le kit de développement Java, il y a la machine virtuelle Java, et il y a la création des tests unitaires, il y a JUnit, il y a les jars, comment générer le jar, etc. etc. Alors maintenant, juste avant de terminer cette partie-là, maintenant, en réalité, comme je disais, donc ce travail-là, c'est un peu lourd. Si vous voulez faire ce travail-là, compiler sur ligne de commande, générer les dossiers, travailler de cette manière-là, je suis sûr que vous allez abandonner, vous allez laisser tomber la programmation plutôt, et vous allez chercher à faire autre chose. Alors heureusement, c'est un peu si ça encore les outils. C'est pour cela qu'il y a maintenant, quand il y a un outil qui est fondamental, qui s'appelle Maven. Alors Maven, quand vous créez des projets Java, généralement il faut utiliser cet outil-là. Alors justement, je vais vous montrer rapidement. On va essayer de faire le même travail, mais cette fois-ci en utilisant Maven, c'est-à-dire le même contenu avec Maven. Alors pour cela,